Cédric, vous travaillez dans l'IT et la sécurité, dans le business depuis 18 ans, vous avez entamé votre carrière au ministère de la Défense. En 2007, vous devenez chef du service des télécommunications de la présidence de la République. Et vous menez la modernisation complète des infrastructures informatiques. Après 2 ans au cabinet du ministère de l'Industrie, comme conseiller numérique pour promouvoir les services numériques, vous rejoignez CloudWatt, c'est ça CloudWatt. En 2013, comme directeur de la sécurité, puis directeur technique. Vous êtes aujourd'hui directeur au marketing d'Orange Cloud Business Services pour les offres de sécurité du cloud. Philippe, vous entrez chez France Télécom, c'est dingue, hein? J'ai eu du Transpac hier. France Télécom en 1989, puis rejoignez Transpac, ah ben voilà, aussi, un deuxième, en 1998 comme, attention, VP Product Engineering et Développement. Ça rigole pas. Et vous fusionnez cette division avec Global One et Equant pour bâtir une entité unique à vocation internationale. Vous passez à l'Orange en 2002 et occupez les postes de marketing et vous dirigez enfin l'entité Grand Projet chez OBS depuis janvier 2013, c'est-à-dire à peu près 5 ans. Vous êtes senior vice-président d'Orange Cloud for Business en charge de l'infrastructure, du VDI, des offres SaaS et de PaaS au sein d'Orange Business Services. Et là, aujourd'hui, vous allez nous expliquer comment on peut mettre le cloud au service du RGPD et de la cybersécurité. Vous avez 30 minutes. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Quelques mots d'introduction avant de laisser Cédric effectivement vous parler très précisément de ces sujets-là, et notamment du sujet RGPD. Par rapport à tout ce qui vous a été dit hier, effectivement, on est bien là pour vous parler du cloud. Et moi, particulièrement, je voudrais vous faire passer ce message que le cloud, effectivement, c'est maintenant, comme vous l'avez entendu hier, et c'est maintenant dans des tas de dimensions. Donc, évidemment, on parlera tout à l'heure plus particulièrement d'infrastructure IT, mais pour un acteur comme Orange, son expérience, c'est que tout est en train de basculer dans le cloud, y compris pour vous. Donc là, au centre, vous voyez effectivement le cloud, mais en fait, la sécurité de bout en bout est en train de massivement passer dans le cloud, l'outillage. Les SaaS autour de la communication unifiée sont en train de passer dans le SaaS. L'IoT et c'est toutes les applications qui vont permettre de gérer tout ça, fondamentalement, va être dans le cloud. Et in fine, bien sûr, le réseau lui-même est en train de se cloudifier, comme vous le savez. Donc notre vision au service de la transformation digitale entreprise par les entreprises et notre société, c'est effectivement d'accompagner dans l'ensemble de ces éléments au cours de ce qu'on appelle le parcours de la donnée qui va bénéficier de ces nouvelles technologies cloud. Comment on va aider les entreprises à optimiser, valoriser ce parcours de la donnée depuis la collecte, le transport, la sécurisation de ce transport et de son stockage, le stockage et le process, le compute évidemment, et puis l'analytics, la valorisation de ces données. Donc c'est dans ce parcours de la donnée, effectivement, que nous nous situons. Alors, vous le savez aussi bien que moi, la transformation auquel nous tous nous avons à faire face, elle se décompose de beaucoup de choses, mais de 2 blocs essentiels. Le fait qu'on ait à gérer un legacy, comme on dit, très important, mais pour lequel nous voulons aussi optimiser ses coûts, optimiser son efficacité. Donc nous avons à travailler sur notre parc applicatif, notre parc de processus legacy pour le faire bénéficier de toutes ces technologies du cloud. Et à côté, en parallèle, de façon astucieuse, peut-être réutiliser les économies réalisées sur ce domaine legacy par l'utilisation du cloud pour investir dans les applications de demain, ce qu'on appelle un peu de façon barbare les cloud native applications. Comment directement, depuis les mobiles, depuis des applications en mode SaaS, depuis ce qu'on peut développer sur des plateformes as a service, comment redévelopper une partie du système d'information en redéveloppant nativement sur des infrastructures et surtout des process beaucoup plus souples, beaucoup plus temps réel, qui vont permettre la déformation continue, l'intégration continue et, in fine, la satisfaction des métiers qui sont à la recherche effectivement de cette efficacité permanente. Alors, la proposition de valeur qu'il faut mettre en place, il nous semble, pour articuler cette transformation digitale, elle combine 3 choses essentielles. Évidemment, il y a une partie infrastructure. Cette partie infrastructure, elle peut se développer en transformant des applications, des infrastructures historiques
en cloud privé. Ça reste une énorme façon de faire, hein, très importante dans beaucoup d'entreprises et très importante sur un certain nombre d'applications critiques pour lesquelles les entreprises ne veulent pas voir leurs données exposées. Et puis ça peut se faire évidemment en utilisant des plateformes partagées, du cloud public, et vous cherchez généralement des partenaires pour intégrer l'ensemble de cette logique privée, publique de toute nature, dans une politique en général qui est multi-cloud, où on ne va pas aller basculer massivement toute son IT sur un type de cloud ou sur un fournisseur de cloud, mais en fonction des usages, sur diverses solutions. Et donc, il faut trouver un partenaire qui soit en capacité de vous aider effectivement à gérer cette complexité. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, effectivement, à l'occasion du portage d'applications dans le cloud, il y a un mouvement qui permettra au fur et à mesure de profiter des savoir-faire de ces partenaires pour manager des applications de façon nouvelle, plus automatique. Et c'est là aussi un vecteur d'économie et surtout de flexibilité et d'agilité très important. Comment demain manager des OS, des bases de données, des ERP de façon beaucoup plus automatique grâce à leur migration dans le cloud. Et le troisième point qui est absolument essentiel pour nous tous, et pour moi comme pour vous, c'est comment arriver à avoir toutes les expertises pour réaliser ces transformations. Et c'est là où, à la fois des expertises que l'on va trouver chez des partenaires, des expertises que vous allez faire naître dans vos équipes, et pour nous c'est le même sujet, comment faire naître ces expertises, comment les développer, comment recruter et former pour mettre à disposition des besoins de tous les projets que vous avez, des expertises à placer projet par projet chez nos clients pour faire déboucher tous ces projets. Voilà un petit peu le cadre général dans lequel on se situe sur cette transformation digitale. Et je reviendrai juste sur un point sur ce que je disais tout à l'heure en introduction sur le fameux bout en bout. Dans cet environnement multi-cloud, dans cet environnement de plus en plus ouvert, le réseau et la sécurité vont devenir des choses absolument clés. Ce réseau et cette sécurité qui eux-mêmes deviennent des outils dans le cloud. C'est l'articulation de tout ceci, l'IT, le réseau et la sécurité, qui fera que nos projets de migration et d'adoption du cloud de façon massive sera bénéfique et sera un succès. Voilà pour cette introduction très globale. Je vais laisser maintenant Cédric vraiment rentrer dans le cœur du sujet autour de la RGPD. Merci Philippe. Alors, ce qui nous a semblé un petit peu intéressant ce matin, c'était de vous exposer quelques exemples ou quelques retours d'expérience du groupe Orange par rapport au sujet RGPD, donc le Règlement général pour la protection des données en particulier. Mais en fait, ce sujet RGPD s'inscrit dans une thématique globale de cybersécurité. Et on a sélectionné quelques exemples. Alors, on a sélectionné 4, dont le groupe Orange, histoire de vous faire un réveil en douceur, complétant votre réveil matinal. Et l'idée, c'est un petit peu de vous illustrer la manière dont on a appréhendé au sein du groupe Orange ces sujets-là. La première chose, c'est déjà, évidemment, le groupe Orange a mis ses différents services en conformité, naturellement. C'est une obligation vis-à-vis du 25 mai prochain, mais on n'a naturellement pas attendu cette date-là pour y travailler. En fait, au sein du groupe, les services cloud en tant que tels contribuent à un certain nombre des opérations du groupe, et le groupe, étant opérateur télécom, est soumis à différentes réglementations. Le paquet télécom est soumis à la loi de programmation militaire pour différentes raisons. Et ces éléments-là, en fait, on retrouve beaucoup des exigences qui sont intégrées dans ces réglementations qui datent parfois de plus d'une dizaine, voire presque une quinzaine d'années. On retrouve certaines de ces dispositions, en fait, aujourd'hui dans le RGPD. Donc on a, d'une certaine manière, la chance d'hériter de l'anticipation de ces contraintes sur pas mal de choses. Les contraintes, notamment de suivi des preuves ou ce genre de choses, on les avait intégrées de manière très anticipée. On a mis en œuvre néanmoins une task force spécifique autour du respect du RGPD au sein du groupe Orange depuis le début de l'année dernière. En tant que tel, on a nommé une DPO, donc une Data Protection Officer, au niveau du groupe en mars dernier. Donc mars de l'année dernière,
Et on a décliné également cette vision de DPO en fait, dans nos différentes grandes entités, donc notamment l'entité entreprise à laquelle appartient le service cloud, dispose également d'un DPO spécifique pour traiter les enjeux spécifiques liés au RGPD pour les services entreprises, dont les services cloud. Alors, notre feedback par rapport à cette mise en œuvre tient un petit peu sur les 5 points que vous voyez là. La première chose, c'est que, évidemment, le premier enjeu, c'est la mise à jour des différents engagements contractuels que l'on peut avoir avec nos propres prestataires. Ça paraît évident, néanmoins, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui implique généralement les juristes, et c'est un travail qui, pour nous, a été itératif, qui d'ailleurs continue sur certains aspects. Donc c'est vraiment un des chantiers les plus importants sur lequel on a œuvré depuis 1 an pour la mise en conformité du RGPD, et c'est vraiment un des points sur lequel, en termes de feedback, je souhaiterais insister, c'est que cette maîtrise des fournisseurs, elle s'intègre dans le dossier de preuve. Au sein du RGPD, un des éléments majeurs, c'est la notion d'accountability, qui se traduit très très mal en français, mais en tout cas qui est d'une certaine manière l'inversion de la charge de la preuve, le fait que désormais une entreprise doit prouver qu'elle s'est mise en conformité, qu'elle a mis en œuvre les garanties techniques et organisationnelles suffisantes pour pouvoir répondre aux exigences du RGPD et non plus être prise en faute d'une certaine manière par le régulateur. Et, voilà. Et donc maintenant, on doit démontrer qu'on a fait les choses correctement. Et cette inversion de la charge de la preuve, elle a des incidences qui sont vraiment majeures sur la mise en œuvre des process, sur la manière dont on gère le registre des traitements, évidemment, de l'ensemble des traitements liés à des données personnelles. Et elle a une conséquence majeure sur toute la traçabilité qu'on doit apporter à ces différentes opérations. Donc ça, pour y travailler profondément et pour faire en sorte que la mise en conformité, elle dure, c'est-à-dire que l'effort qui est fait de mise en conformité ne soit pas un effort qu'il faille répéter régulièrement et donc qui coûte dans la durée. Il est vraiment important d'avoir transformé ces process et intégré ça dès le départ. La partie limitation des droits d'accès, elle est évidemment extrêmement importante, mais néanmoins, on va dire, dans les services tels qu'ils étaient intégrés au niveau du groupe Orange, ça a été relativement simple parce que cette limitation des droits d'accès, elle était native dans l'ensemble des services qu'on mettait en place, dans l'ensemble de nos systèmes d'administration, dans l'ensemble de l'accès des équipes techniques aux différentes infrastructures techniques, qu'elles soient cloud d'ailleurs ou pas cloud. Donc on a bénéficié à ce niveau-là du fait que dans le groupe, en fait, toute nouvelle offre depuis 2010 devait intégrer un programme de Secure by Design et de Privacy by Design. Ça a été intégré. Donc, l'avantage, c'est que notre mise en conformité RGPD a été énormément facilitée par ce volet-là. Le dernier point, et ça en revanche c'est un vrai point d'attention, c'est qu'il y a tout un travail sur la partie effacement, donc application du droit à l'effacement, du droit à l'oubli, si on le veut, et limitation des durées de rétention. Ça, c'est vraiment un chantier énorme. C'est un chantier énorme parce que déjà des données, on peut en avoir à de nombreux endroits, que le droit à l'effacement, en théorie, il s'applique indifféremment à l'ensemble des sources de données, des backups et de tous les éléments connexes qui peuvent être liés. Et c'est évidemment extrêmement compliqué de cartographier l'ensemble de ces éléments-là. Quelles que soient les obligations de cartographie DSI auxquelles on peut être soumis par ailleurs. Et donc cet élément-là, c'est vraiment un point de focus majeur parce que si le système a été pensé en intégrant ces éléments-là, c'est plus facile. Quand on doit mettre en conformité des systèmes existants, naturellement, la gestion de la durée de rétention qui naturellement diffère en prime selon le type des données, si ce sont des données financières, si ce sont des données de type RH, si ce sont des données techniques, si ce sont des données qui correspondent à des obligations légales de rétention. Toutes ces durées-là sont différentes. Ça veut dire que l'étape numéro 1, c'est véritablement cartographier les données. L'enjeu, c'est prendre en main son iceberg des données. C'est la manière dont on l'aborde un peu au sein d'Orange. Il y a véritablement un iceberg des données avec les données faciles à traiter, celles qui sont cartographiées, celles qui sont dans des bases de données, surtout les bases de données structurées. Et puis il y a en fait toutes les autres qui sont beaucoup, beaucoup plus nombreuses, qui sont les données non structurées, qui sont les données de messagerie, qui sont les données qui peuvent se trouver de temps en temps dans des bases d'équipes support et qui peuvent contenir des données personnelles.
Et la mise en conformité de ces données-là, c'est le nœud gordien vraiment du sujet. En tout cas, c'est ce que nous, on a constaté sur les mois qui viennent de se passer concernant notre mise en conformité RGPD. L'autre point, c'est évidemment, il y a un certain nombre de process de notification désormais qui doivent être mis en place. Il faut naturellement éprouver ces process-là. Alors, le process le plus connu, c'est le process de breach notification, la notification en cas de fuite de données qui doit avoir lieu sous 72 heures aux autorités comme aux utilisateurs concernés. Bon, il se trouve qu'au sein d'Orange, on a déjà des process qui sont des process de gestion de crise en cas d'incident. Bon, les services cloud chez Orange, ça marche très bien, il n'y a jamais de crise naturellement, mais néanmoins, on a quand même un process pour. Bon, le process de notification des fuites de données, il s'accole très très bien à un process de cette nature de gestion de crise. En tout cas, c'est la manière dont on l'a géré. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu le feedback global sur la manière dont on avait appliqué le RGPD au sein des services cloud du groupe Orange en particulier, mais en fait au sein d'Orange Business Services et du groupe Orange en particulier, qu'on souhaitait un petit peu partager avec vous. Le second cas, c'est on vous a sélectionné quelques cas clients liés à des transformations de cloud ou des migrations d'applications qui ont été mises en œuvre et histoire d'exposer un petit peu des questions que certains des clients nous avaient posées et auxquelles on n'était pas forcément habitué dans le cadre de ce type de transformation et qui sont liées au RGPD parfois, à la protection des données en général, voire à la cybersécurité un petit peu et au contexte de cybercriminalité quand même dans lequel on se trouve. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait une attaque informatique et donc évidemment cet élément-là est prégnant. Le cas ici que je souhaite vous évoquer, c'est le cas de la transformation des sites internet de Logikimo, sur lequel on a réalisé une migration applicative globale d'un système existant sur des services cloud mis en place et redondés. Et en fait, l'enjeu derrière cette transformation, il y avait plusieurs enjeux. Le premier a été vraiment de pouvoir se décharger de la partie administration technique des plateformes qui étaient gérées en interne, histoire de pouvoir s'appuyer sur une équipe externe. Alors naturellement avec l'intérêt de pouvoir focaliser derrière les développeurs de Logikimo sur leur application métier, mais aussi de pouvoir se décharger de la mise en conformité de cette partie-là. Vraiment, il y avait ce double intérêt lié à la protection des données, du fait de s'appuyer sur un acteur de confiance qui venait apporter les garanties de protection. Eh bien, ça permettait vraiment de mettre ce sujet de côté, de traiter le fait que les infrastructures étant localisées en France, les équipes d'exploitation apportant les garanties répondant au RGPD, cette partie-là était couverte et l'engagement contractuel derrière permet de s'assurer qu'on s'appuie sur un fournisseur qui apporte justement ces garanties de confiance dans le cadre de cette transformation. Et la transformation, dans le cadre de cette transformation, de bout en bout. C'est-à-dire que le RGPD, certes, ça s'applique à partir du 25 mai, et puis ça va s'appliquer tous les jours ensuite. Et ça, c'est vraiment un des éléments importants. Et pour bien traiter justement cette partie de la vie ultérieure de la conformité. Il ne s'agit pas d'être uniquement conforme au 25 mai, il va falloir le rester et avec le minimum d'efforts, eh bien, prendre en compte cet élément dès les migrations applicatives. En fait, ça permet de mettre en place les process qui permettent d'assurer une meilleure efficacité et en fait d'assurer que les efforts vont être répartis et vont être pérennes. Un des exemples classiques de ça, c'est que dans le cadre de la migration, quand on met en œuvre typiquement des référentiels cloud qui sont centralisés et sur lesquels on maîtrise l'information, sur lesquels on limite les droits d'accès, sur lesquels les sous-composants des applicatifs n'accèdent qu'aux parties de données qui les concernent ou dont elles ont besoin, que la traçabilité de ces éléments-là est assurée, on a un référentiel, on a une traçabilité qui est garantie, donc ça rentre dans le registre des inventaires facilement, et en plus, on n'a pas de copies de données qui sont réalisées et qui se baladent un peu partout, et donc ça permet en fait, en rationalisant, d'assurer que la conformité perdure beaucoup mieux dans la durée. C'est vraiment un élément clé. L'autre élément, c'est toute la partie accompagnement qui est importante. Alors, en l'occurrence, sur ce client-là, il y a eu un accompagnement applicatif et pas un accompagnement spécifique sur la partie RGPD, mais on l'a eu sur quelques autres clients. Et cet accompagnement permet aussi
au-delà de la migration dans les services cloud, eh bien de faire bénéficier on va dire, de l'expérience qu'on a eue sur notre propre mise en conformité au sein du groupe et sur nos services cloud dans le cadre de la migration. Naturellement, les équipes opérationnelles, désormais qui opèrent la partie et infrastructure et la partie applicative de ce site, sont soumises à l'ensemble des dispositions du RGPD, et donc on garantit cette partie-là dans la durée. Le second exemple qui me semblait intéressant d'évoquer avec vous, donc si on fait un step back uniquement par rapport à RGPD, qu'on prend le contexte de cybersécurité, c'est l'application France Visa. Application France Visa qui est un petit peu un cas d'usage de mais est-ce que les services cloud, ça peut aussi être adapté à déployer des applications vraiment très critiques? Et ben oui, en l'occurrence, ça peut être le cas parce que voilà, ce type d'application, avec une migration qui a été contrôlée, évidemment, avec tous les process d'habilitation qui sont associés, avec le respect d'un cahier des charges strict qui répond aux exigences de type Secnum Cloud, même si cette labellisation n'était pas encore validée à l'époque. Eh bien, on peut tout à fait marier la partie Service Cloud et la partie exigence de sécurité renforcée, voire spécifique, et aboutir à avoir des applications qui sont très critiques et qui sont hébergées ainsi sur des services cloud, opérés par des équipes qui apportent de la même manière les meilleures garanties en termes de localisation, en termes de mise en œuvre, et en prime, contrôler l'étanchéité des services qui sont mis en place entre le service, enfin en tout cas les applicatifs déployés au sein du service cloud et l'ensemble de l'écosystème auquel ces applicatifs sont raccordés. Naturellement, la base, donc France Visa, qui gère un petit peu le dépôt, et qui va gérer la dématérialisation des démarches administratives de gestion de visa, sont interconnectés à différentes autres bases étatiques, et cette interconnexion qui est contrôlée par le client naturellement, hein, pas à notre niveau, mais en tout cas, on est tout à fait en mesure d'assurer ces interconnexions dans les meilleures conditions. Et l'intérêt de ces éléments-là, c'est que ça témoigne du fait que dès aujourd'hui, on sait marier l'ensemble des exigences vraiment entre les mises en œuvre fonctionnelles, les opérations, les garanties de localisation, les garanties de respect des droits et de respect d'opération. Et en prime, il y a eu toute une phase, évidemment, puisque ce portail aujourd'hui, qui doit avoir à peu près 550 000 visites par mois, je crois, a été testé en fait à une robustesse qui dépassait 10 millions de visiteurs par mois. Voilà. Donc il y a eu un test de robustesse qui a été associé dans la partie sécurité et résistance de l'application, qui a été multiplié par 20 par rapport à ce que l'application met en œuvre aujourd'hui. Le dernier exemple que je souhaitais un petit peu évoquer avec vous, c'est que au-delà des services critiques ou au-delà de la partie infrastructure, le cloud, c'est aujourd'hui beaucoup, surtout des services. Et en tout cas, une bonne partie de la valeur ajoutée qu'on peut venir chercher dans ce type d'éléments sont autour des services. Et en fait, il y a des moyens d'intégrer des services, en tout cas de marier le gain de productivité que peuvent apporter certains services SaaS qui sont aujourd'hui uniquement disponibles d'ailleurs en mode SaaS, avec des contraintes de type RGPD ou sécurité renforcée. L'exemple ici, c'est un service d'ITSM, donc un outil d'ITSM qui existait au sein d'un grand groupe mondial français du gaz et du pétrole. Ce groupe souhaitait transformer une infrastructure qui était en interne pour bénéficier d'une infrastructure d'ITSM qui soit moderne, qui soit apaisée, qui soit intégrée dans son système d'information, mais en revanche ne souhaitait pas utiliser le mode SaaS qui était natif de l'éditeur, en l'occurrence ServiceNow. Et donc, il se posait la question de mais comment est-ce qu'on peut arriver à marier les deux? Mais en fait, il y a une possibilité de marier les deux, c'est que
il faut avoir en tête, il ne faut pas hésiter à se poser la question de est-ce que certains services SaaS peuvent éventuellement être déployés dans des SaaS, c'est-à-dire en tout cas dans des infrastructures de type cloud qui seraient mieux contrôlées que l'infrastructure cloud existante. Typiquement, si l'éditeur est américain, c'était le cas ici, avec des questions de nature, comment est-ce que je fais pour que l'ensemble de mes données qui seraient stockées ne soient pas forcément soumises au Freedom Act. Bon, ben voilà, ça c'est possible, on l'a mis en œuvre dans le cadre de ce groupe, on a fait un audit global des contraintes de sécurité, de la politique de sécurité et de la politique de conformité qui était associée. Ça, c'est un des éléments d'ailleurs qui est important et que je trouve majeur dans le cadre du règlement général pour la protection des données, c'est qu'il introduit d'une certaine manière une vision de gestion de risque à l'instar de ce qu'on avait dans la cybersécurité en général. C'est-à-dire qu'on se retrouve à avoir une gestion de risque en termes de protection des données, donc il faut mettre en œuvre les protections techniques et organisationnelles les plus adaptées. Donc en théorie, on est censé être à l'état de l'art, mais néanmoins, on prend en compte le fait qu'il peut y avoir une fuite de données. C'est-à-dire que état de l'art, c'est pas égal à 100% garantie de sécurité. On le sait tous, on l'a vu en début d'année avec les failles sur les processeurs Intel. Une faille peut toujours arriver à un moment et rendre les choses vulnérables. Et donc ce règlement intègre cette partie de gestion de risque et cette partie de maîtrise des risques et de maîtrise des conséquences des risques. C'est quand même une des premières réglementations européennes qui intègre cette double notion, elle est très intéressante. Et c'est vraiment ce cadre-là, typiquement, qui a été mis en œuvre avec ce client. L'idée a bien été, bon, on a fait l'audit, on a réalisé avec le client l'analyse de sa politique de risque et des risques qu'il était prêt à accepter, et on a mis en place une infrastructure spécifique en déployant un ITSM local en mode SaaS avec le même mode de licensing pour répondre aux besoins fonctionnels du client et surtout en répondant à ces enjeux qui étaient des enjeux de sécurité, de localisation, d'équipe full avec un support qui soit full France et avec le respect donc de l'ensemble des mesures de protection des données qui étaient associées. Voilà. Et donc cette partie-là, faut savoir que ça peut se faire. C'est-à-dire que c'est pas parce que les services aujourd'hui ne semblent pas forcément disponibles sous un mode qu'on pourra appeler souverain d'une certaine manière, même si ce terme se décline de beaucoup de manières. En l'occurrence, c'est aussi possible parfois d'avoir un certain nombre de services qui se déclinent de cette manière. Voilà, c'était les exemples qu'on souhaitait partager avec vous. Enfin, qu'il nous reste quelques minutes. Merci Cédric. Donc, je crois que c'est un cadeau. Nous avons quelques minutes pour prendre toutes les questions. Toutes les questions pendant 4 minutes. Ça, on n'a pas eu la possibilité de le faire hier. C'est un vrai dommage. Mais merci Cédric, merci Philippe. Alors évidemment, qui pose la première question? Donc, hop, c'est toujours la plus difficile à poser, donc on ne va pas la poser du tout. On va démarrer par la deuxième question. Bien. Alors, une petite question sur la mise en œuvre au sein du groupe Orange. Vous avez parlé de DPO dans chacune des divisions. Ça veut dire, est-ce qu'il y a une espèce de comité de gouvernance globale pour harmoniser les politiques, les règlements, les processus, pour que tout ça devienne de plus en plus fluide? Tout à fait. Il y a une gouvernance qui est pilotée par la DPO Group avec l'ensemble des DPO des business units correspondantes, de sorte qu'on conserve une vision homogène, mais néanmoins, cette vision est déclinée en fonction de l'activité et du métier spécifique de la business unit. Les services cloud ont des enjeux spécifiques typiquement par rapport à ça, les BU mobiles en ont, et donc on a un cadre global au niveau du groupe décliné en fonction des enjeux spécifiques des BU. Et sur la partie cybersurveillance ou cybersécurité, est-ce que vous avez uniquement des ressources propres ou est-ce que pareil vous appuyez sur des réseaux internationaux pour être en avance sur la découverte des failles, les 0D, etc. Comment ça se passe? Alors, on a l'avantage au sein du groupe Orange d'avoir Orange Cyberdéfense, donc qui est un des pôles d'expertise majeurs. Il y a plus de 1200 experts en cybersécurité. On est présent sur à peu près toute la planète dans 6 data centers en termes de sécurité operating center sur l'ensemble du globe. Donc ça couvre vraiment l'ensemble des emprises mondiales. Et je crois qu'on voit plusieurs millions d'événements de type attaque par semaine
Et c'est lié à ces éléments-là qu'on a principalement le feedback, en tout cas terrain, lié aux nouvelles attaques. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'Orange Cyberdéfense est en étroite relation, évidemment, avec les autres CERT qui existent au niveau national, avec l'ANSSI, avec lesquels on a des relations très étroites, même avec, avec l'ENISA. Et donc, on a un maillage très, très important autour de la cyberdéfense. J'ai bien aimé le fait que votre politique éditoriale, c'était de mettre en avant des témoignages clients, c'était super bien. Est-ce qu'il y aurait des conseils spécifiques aux ETI et puis d'autres plutôt aux grandes entreprises, ceux qui sont devant nous? Alors, je rappelle au passage qu'il y a un excellent atelier sur les RGPD cet après-midi, n'est-ce pas Marine? Les ateliers, c'est après M. Ferry, donc de 15 à 17, je crois. Donc, si vous êtes intéressé, allez à cet atelier-là. Donc, est-ce qu'il y a des conseils qui seraient plus spécifiques à une population d'ETI et d'autres plus à une population grande entreprise? Disons que les grandes entreprises, généralement, ont entamé leurs travaux RGPD depuis très longtemps également, et donc elles sont plus avancées. Donc là, les enjeux, généralement, vont être plutôt autour du contrôle des fournisseurs, autour du registre des traitements, autour de la collecte des preuves et de l'organisation du dossier de preuves, donc sur une phase relativement avancée. Les ETI ou les entreprises de taille plus faible, on va dire, souvent sont parfois encore dans une phase très très amont de cartographie de leurs données. C'est vraiment l'enjeu de la prise en main de son databerg. C'est encore à 2 mois de l'échéance. On est presque seulement à 2 mois de l'échéance. Et en fait, on est très souvent encore dans cette phase initiale de cartographie de ces données et surtout des données non structurées. Et en prime, un élément qui a souvent été négligé, en tout cas on l'a vu, puisqu'on fait des prestations d'accompagnement d'un certain nombre de clients, et un cas régulier qu'on a vu, c'est notamment la prise en compte du consentement explicite positif qui est nécessaire. Mais en fait, ce consentement, il doit être appliqué sur l'ensemble des bases existantes contenant des données personnelles, et ça peut être très tricky. Merci Philippe, merci Cédric. Il me reste à vous remercier de cette forte, brillante intervention. Merci beaucoup.